Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 11 de la deuxième saison des podcasts Ma Ligue 2 avec notre partenaire Winamax Sport. Au programme de cette émission, nous accueillerons le président de Chambly, Fulvio Luzi, qui nous parlera du début de saison difficile du FCCO, mais également des dossiers chauds en cours avec les travaux du nouveau stade et la crise des droits TV notamment qui touche le foot français. Nous parlerons également de la JOCR, toujours aussi inconstant et qui doit enfin réussir à embrayer une série avec un déplacement à Rodez à venir samedi. Justement pour m'accompagner, Laurent Mazur, toujours fidèle au rendez-vous, toujours fidèle au poste pendant que d'autres sont en vacances. Hein. Salut Philippe, tu vas nous regarder. Salut Laurent, ça va? Salut Dorian, bonjour à tous, ça va très bien. Et puis je parlais de la JOCR notamment parce qu'on a accueilli notre joker de luxe, Alexandre Alain. Il peut vous conter la vie de Jürgen Klopp aussi bien que vous réciter la compo de la JOCR contre l'OM en 2005. Et c'est du vécu, c'est véridique. Salut Alex, bienvenue parmi nous. Salut à tous, merci de l'accueil. Ouais, je vous promets que c'est toujours la même équipe avec Giroud, hein, Fadiga, Capo. Ouais. C'est facile en fait. J'ai honte de m'en souvenir. Il était intestable le quiz chez RMC. On bossait avant. Messieurs, avant d'accueillir le président de Chambly, j'ai envie de vous entendre sur, comme chaque semaine, un peu les faits marquants de cette 8e journée. Alors, je vais donner la parole à Alex, honneur au petit nouveau, j'ai envie de dire, même s'il est déjà venu quand même. Et puis après, je ferai un petit récap des résultats. Alex, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, de cette 8e journée? Alors, j'aurais aimé vous parler, j'aurais pu vous parler d'autre chose que de la GIA, mais moi, forcément, ce que j'ai retenu principalement, c'est le triplé de Mickaël Le Bihan, parce que c'est un joueur dont on attendait énormément l'année dernière et qui finalement a été décevant. Il arrivait quand même de Nice, même s'il avait été blessé. L'année dernière, il fait une saison et dans le jeu et au niveau comptable qui n'a pas été top. Et là, cette année, après 8 journées, il est déjà à 7 buts, donc avec son triplé contre Chambly. C'est son meilleur total depuis la saison 2014-2015, quand il a fini meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre. Sinon, il n'avait jamais dépassé les 4 ou 5 buts, je crois. 4 buts, je crois, l'année dernière. Et puis aussi, dans le jeu, depuis le début de saison, c'est l'élément offensif le plus constant de la JA. Celui qui pèse le plus sur les défenses. Il est un peu plus affûté que l'année dernière aussi. Et puis moi, ce qui m'a plu également, c'est qu'après son triplé contre Chambly, il s'est montré très critique aussi avec lui-même. Il a dit qu'il n'avait pas fait un bon match, qu'il n'était pas content de lui parce qu'il avait perdu beaucoup de ballons dans le jeu. Et moi, ça me fait dire qu'il est très ambitieux, qu'il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas se reposer sur ce bon début de saison. Et pour la JA, si la JA veut monter, avoir un buteur à 14, 15, voire même une vingtaine de buts, c'est essentiel. Parce que la JA n'a pas eu depuis qu'ils sont descendus en Ligue 2 et c'est peut-être Le Bihan l'homme fort de cette AJA cette saison. Alors on va reparler un peu plus en longueur de la JOCR dans sa globalité dans quelques minutes. On va profiter que tu sois avec nous parce que c'est quand même même si tu suis toute la Ligue 2, c'est le club que tu suis de plus près. Les scores donc de cette 8e journée, donc quand s'est imposé contre Guingamp samedi, c'était pas un très beau match. Hein. But de Maguet à la 91e minute. Surtout Guingamp qui a été très décevant. Auxerre 4-0 contre Chambly, 3 Valenciennes un partout. Pau, première victoire en Ligue 2 pour Pau, 4-1 contre Niort. Le Havre qui s'est imposé à Dunkerque, le leader Paris qui s'envole, 5 points d'avance avec la victoire à Châteauroux. Toulouse qui va bien, messieurs, hein, 3-0 contre Rodez, mine de rien, belle série pour les Toulousains. Ajaccio, la surprise qui s'est imposée à Clermont, qui s'est donné un peu d'air. Et puis ce lundi soir, c'est Amiens qui a fait chuter pour la première fois de la saison Sochaux. Justement, en parlant de Toulouse et d'Amiens, Laurent, c'est ça que tu retiens toi de ce week-end, les deux relégués. Ouais, je propose juste aussi de ne jouer que les temps additionnels des matchs décalés parce que voilà, il y a eu 0 but pendant les 90 minutes de Guingamp et de Sochaux Amiens Toulouse. Écoutez, il y a quelques semaines, on était assez pessimiste en fait sur la saison des deux équipes, à raison puisque Amiens avait raté son début de saison, a licencié d'ailleurs son coach Lucas Elsner. Toulouse, on n'oubliera pas les nombreux mois sans victoire en Ligue 1, ça continuait en Ligue 2. On se demandait d'ailleurs quand est-ce qu'ils allaient enclencher la machine. Toulouse dernier, si je ne me trompe pas, après la défaite à Grenoble lors de la deuxième journée 5 buts à 3. Et puis depuis, Toulouse ne perd plus. 6 matchs sans défaite. Surtout, ça gagne. 3 victoires, 3 nuls, 2 victoires
2 rangs. Et puis, Amiens, c'est à peu près pareil. On sent un renouveau, une solidité plus affirmée grâce à Oswald Tanchot, qui a changé des choses, qui a bousculé un peu des joueurs, qui n'hésite pas à modifier son schéma tactique. On l'a vu à Caen lorsqu'il était associé avec Romain Poyet il y a 3 journées sans succès, mais déjà, voilà, il y a peut-être un début de second souffle. Ça s'est confirmé la semaine passée contre Grenoble, victoire 1-0. Et puis là, à Sochaux, alors c'était pas flamboyant, mais Amiens était meilleur que Sochaux en première mi-temps, a su rivaliser dans l'impact physique. Et Dieu sait que ce n'est pas facile face aux grands gaillards sochaliens. Et Amiens, voilà, ne s'est pas démonté, même en deuxième mi-temps où c'était peut-être un peu moins brillant, un peu moins bon, où Sochaux a su rééquilibrer. Amiens ne s'est pas effondré, a maintenu son niveau, aurait pu repartir avec un 0-0. Et finalement, ils ont réussi à forcer le destin en toute fin de match. Ça montre aussi une force de caractère, une volonté d'une équipe de ne rien lâcher. Et je pense que ce soit Amiens comme Toulouse, c'est deux équipes qui reviennent progressivement dans le jeu, dans le milieu de tableau, en première partie. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça donnera dans les prochaines semaines avec la confiance, avec les joueurs qui s'affirment. Et ça peut finalement, alors qu'on était, on était un peu inquiet pour eux, ça peut finalement faire une saison tout à fait honorable. On sait que le top 5 reste accessible jusqu'à très longtemps, jusqu'au mois de mars. Donc voilà, on espère pour eux que ça ira mieux. Et ça montre aussi qu'en Ligue 2, finalement, c'est difficilement pronosticable. Ouais, d'ailleurs, Amiens-Toulouse, lundi 2 novembre à 20h45, ce sera le match de clôture de la 9e journée. Donc voilà, on verra ces deux anciens pensionnaires de Ligue 1 aux prises, voir s'ils vont confirmer leur renouveau, leur regain de forme. Moi, pour continuer un peu dans ton sens, je vais insister plutôt sur la défaite de Sochaux, du coup, parce que c'était la dernière équipe invaincue de notre championnat. Donc c'est pour moi le fait marquant du week-end, c'est la première défaite de Sochaux. Simplement pour dire que je suis frustré ces dernières semaines quand je vois Sochaux jouer. On les a vus contre Valenciennes en décalé 0-0 et là hier soir, enfin lundi soir, contre Amiens. Moi, elle me frustre cette équipe de Sochaux parce qu'on sent qu'elle a les capacités, qu'elle a les joueurs pour proposer du jeu, pour faire mieux. Et j'ai le sentiment que depuis quelques semaines, Sochaux se contente un peu on va dire, du minimum, d'être très solide, d'être très compact, de mettre beaucoup d'intensité et d'engagement. Là, ils ont trouvé du répondant contre Amiens et à Valenciennes, ils ont trouvé beaucoup de répondants aussi. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils s'enferment un peu dans un schéma prudent, sans trop vouloir se déséquilibrer, prendre de risques, aller de l'avant. Et j'ai le sentiment que Sochaux joue un peu avec le frein à main et gagnerait peut-être à se lâcher un peu plus. Alors oui, peut-être que Sochaux concéderait un peu plus d'occasions contre ses adversaires, mais à un moment donné, il faudra savoir aussi faire la différence, savoir prendre les devants dans les matchs, parce que voilà, l'exemple d'Amiens, il est frappant. En toute logique, le match aurait dû sans doute se terminer sur un 0-0. C'était assez équilibré. Et puis, finalement, ils se font piéger dans le temps additionnel. Donc de ne pas avoir su se mettre à l'abri. Donc voilà, je pense que Sochaux a vraiment les armes et les joueurs, a fait un recrutement très intelligent et a vraiment les joueurs pour proposer mieux, en fait. Et j'espère que cette défaite va être un petit déclic et va permettre à cette équipe de repartir de l'avant, de se lâcher un peu plus. Il joue à Guingamp samedi. Voilà, Guingamp, c'est une équipe pas forcément facile à jouer non plus, mais je pense que Sochaux peut relever la tête. Donc voilà, j'attends un peu plus des Sochaux. J'ai été déçu, franchement, j'étais content de les voir en décalé et je ressors des matchs contre Valenciennes et Amiens un peu déçu par la prestation et surtout par le manque d'allant offensif de cette équipe. Justement, Sochaux qui avait su être ambitieux et marquer 3 buts contre Chambly. On se souvient de ce match où ils avaient renversé Chambly à la 88e minute. Chambly qui connaît un début de saison très difficile. Et justement, on accueille sans plus attendre le président Fulvio Luzi pour nous parler du début de saison du FCCO. Allez, une première saison en Ligue 2 de rêve, on peut le dire, avec un maintien sans trembler pour Chambly, mais une deuxième saison qui ne démarre pas de la meilleure des manières pour le moment. Chambly, pour le moment, est dans le dur, mais n'a pas l'habitude de lâcher ou de paniquer dans ces situations. On remercie vivement le président Fulvio Luzi de nous faire l'amabilité d'être avec nous, malgré les résultats difficiles, et pour le moment, la place de lanterne rouge du FCCO. Ma première question, Fulvio, quel est un peu votre regard et votre ressenti du coup sur le début de
saison de votre équipe qu'on n'imagine pas à la hauteur pour le moment des attentes. Alors oui, en termes de résultats, il n'est pas à la hauteur des attentes. Maintenant, on a un calendrier où on a joué en 7 matchs, on a joué 6 des 7 premiers. On avait l'année dernière fait une grosse prépa pour être prêt dès le départ. Enfin, justement, peut-être prépa allégée pour avoir du jus dès le départ, ce qui avait donné qu'on avait fait 6 matchs sans défaite et sans prendre de but. Donc, un gros capital point. Et ensuite, pendant 8 matchs, on n'avait pris qu'un seul point. Là, cette année, on a fait une prépa normale pour être plus dans la longueur que sur le début du championnat. Après, on a beaucoup de blessés, mais je pense que c'est un peu le lot de toutes les équipes. Malheureusement, nous, en dehors de 15-16 joueurs, ensuite, c'est des joueurs assez jeunes. Et notamment cette année, on a mis l'accent sur ce point de vue au niveau du recrutement. Donc, on est en difficulté. On s'y attendait pas autant, mais on sait que de toute façon, sur la saison, on joue le maintien et rien d'autre. Bien sûr. En plus, comme vous l'avez très bien dit, il y a eu des blessés. Vous avez un effectif peut-être plus court que d'autres. Vous rivalisez quand même de malchance. Je pense à Nikola Petkovic qui arrive, qui se blesse, qui était votre buteur cette saison. Les retours de blessures à venir de Joachim Eckmayer, mais également des cadres qui sont un peu plus peut-être défaillants, en tout cas moins performants que l'an passé. Voilà, tout cela plutôt explique ce début de saison difficile. Alors oui, les cadres défaillants, en réalité, on a 4 de nos cadres qui sont devenus papas en juillet, août, septembre, et ils ont tous été blessés, donc ont été privés d'une partie de la prépa et sont pas à 100%, c'est clair. Sont pas au niveau de l'an dernier, c'est clair. Maintenant, on va être patient, on compte sur eux et on sait que c'est les joueurs qui ont le niveau. Président, c'est pas la première fois que Chambly est en national aussi. Des fois, il y a des saisons où vous avez été un peu en difficulté, vous avez toujours su relever la tête. Et ce qui fait la force aussi de ce club, c'est de ne pas prendre des décisions rapidement dans la précipitation. Au contraire, c'est un club qui a confiance en lui et qui se structure. Donc, on imagine que même si c'est pas évident à vivre pour le moment, il n'y a pas de panique au sein du club. Non, pas du tout. Savoir que aujourd'hui toutes nos équipes réserves ou jeunes sont dans le groupe de tête. Nos U19 nationaux sont bien calés dans les premiers. Le club va bien. On a des problèmes financièrement comme tous les clubs professionnels. On a des problèmes de terrain parce que notre stade qui avance très bien est quand même en retard par rapport à ce qui était prévu à cause du confinement et du Covid. Maintenant, la situation, on va pas se mettre la tête sous l'eau, on va pas prendre des décisions hâtives. Voilà, on a un coach qui nous a fait monter, il nous a maintenu l'an dernier. Cette année, les mauvais résultats sont malheureux, mais s'expliquent. Après, on sait dès le départ quand on est Chambly, qu'en Ligue 2, voilà, on joue le maintien et faut pas se prendre pour d'autres. Et justement, vous parliez du stade, donc pour l'instant c'est toujours prévu pour janvier. Où en sont un peu les travaux, l'avancée des travaux? Eh bien écoutez, la tribune principale est en phase de finition. Une des 2 tribunes derrière les buts est bien avancée et l'autre tribune commence. Ouais, ce sera prêt. Le terrain est déjà prêt, il est jouable depuis le mois de septembre. L'éclairage est nickel depuis le mois avant le confinement, peut-être même l'éclairage était prêt. Le parking est prêt. Voilà, il reste à fignoler, à clôturer et à finir les tribunes. Ouais. Sachant que les vestiaires, tous les blocs vestiaires, bureaux, salles de réception sont déjà prêtes. Ouais, donc le gros effet. Et puis on imagine que voilà, même si Beauvais vous a parfaitement accueilli et c'est pas très loin de Chambly, on imagine l'impatience aussi de pouvoir vraiment évoluer enfin à domicile, quoi. Ça n'a rien à voir. La dernière année en national, on a joué 17 matchs au stade à Chambly. On n'en a pas perdu un seul des 16 premiers. Et le dernier, on l'a perdu 2-1 tout juste, sachant qu'on avait mis nos joueurs au repos, on était déjà montés, donc dans la tête, voilà. Le public est beaucoup plus bruyant et proche du terrain à Chambly. Et puis surtout, c'est notre public. Parce que là, aujourd'hui, on est pas sur cette saison où là c'est complètement les données sont fausses, mais par contre sur l'année dernière on n'avait que 4 à 500 personnes au stade qui venaient l'année d'avant nous voir en national. Ouais. Donc vous comprenez que on a plus un public de spectateurs depuis 1 an et demi qu'un public passionné.
Ouais. Justement, est-ce que par rapport au contexte actuel, est-ce que vous avez une crainte, c'est celle d'inaugurer le nouveau stade, d'accueillir les premiers matchs dans le nouveau stade, soit à huis clos, soit avec une jauge très restreinte. Enfin voilà, ce serait pas non plus un beau cadeau pour vous. J'ai une seule crainte actuellement, c'est qu'un de mes proches ou très proches soit touché par le Covid. Le reste, s'il faut jouer devant personne pour une cause importante, eh ben, c'est malheureux évidemment, mais c'est le lot de tous les clubs. On a été le premier club à avoir un match à huis clos à cause du Covid contre Le Mans l'année dernière. Écoutez, voilà, on est assez fataliste par rapport à la situation, la gravité de la situation. On fera ce qu'on nous dit de faire. Point final. Justement, l'an passé, au printemps, la saison a été achevée précipitamment, notamment à cause du Covid. La santé des joueurs n'était plus garantie. À l'époque, une grande majorité des présidents de clubs étaient pour cet arrêt de saison. Aujourd'hui, on a l'impression que la situation n'est pas forcément meilleure qu'au printemps. Pourtant, la saison, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de menace sur celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis sur ce point-là? J'ai pas un avis tranché. J'ai l'impression qu'on va continuer au maximum à jouer. Maintenant, il est possible, s'il y a un confinement total, qu'on soit dans la même situation que l'année dernière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'exécutera. Vous avez parlé des finances des clubs, la vôtre aussi, forcément, vous n'êtes pas forcément mieux que d'autres. Un nouveau confinement, un nouvel arrêt de saison, même temporaire, ça mettrait encore plus à mal ces finances qui sont serrées, notamment en plus avec le défaut de paiement pour l'instant de Mediapro. La visibilité n'est pas forcément très très bonne, non? Non, elle est même catastrophique, mais puisqu'on va quand même perdre beaucoup d'argent au niveau. On perd déjà au niveau des abonnements, on perd au niveau des entrées, de la buvette, de la boutique. Nous, on a une boutique qui marche pas trop mal. Tout ça fait que malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, on peut, cette perte, on peut la juguler sur la saison. C'est-à-dire qu'on sera en perte, mais par rapport à nos fonds propres, on peut l'amortir. Après, pour revenir aux droits télé, là, évidemment que je pense qu'on va tous être impactés si jamais il n'y a pas une solution de trouver. Je vois pas comment le football français peut s'en remettre. Vous aviez… Pardon. Ouais. Justement, et président, pour revenir sur les droits télé, comment ça s'organise un petit peu? Vous qui avez sans doute des contacts avec d'autres présidents, est-ce que vous êtes optimiste un petit peu pour qu'il y ait une issue qui soit trouvée, ou alors vous êtes toujours dans le même flou? Alors, nous sommes dans l'expectative. Ce que je peux vous dire, c'est que la LFP travaille pour trouver une solution. Là, on va avoir dans 2-3 jours le reste du virement de la première traite. Je fais confiance à la LFP pour nous sortir de cette impasse qui serait terrible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a pris le Covid l'an dernier. Là, on se prend cette affaire-là. Ça peut nous foutre tous par terre. Et c'est pas le but, quoi. Donc je souhaite qu'il y ait une solution de trouver, soit avec Mediapro, soit avec un nouveau partenaire, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait une solution de trouver. Sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir. Nous, FC Chambly, mais alors on est bien loin au niveau des droits télé du reste de la troupe. C'est sûr. Pour revenir un peu plus sur l'aspect sportif, l'aspect terrain, président, il y a le match qui arrive contre Dunkerque, une équipe promue. On va pas dire que c'est un premier tournant, mais c'est un match important. À votre avis, quels sont les leviers à activer là après les défaites contre Clermont 3-0, contre Auxerre 4-0? Qu'est-ce qu'il faut retrouver pour revoir un peu le Chambly de la saison dernière qui était hyper séduisant? Alors, il faut déjà savoir que on a joué contre Clermont et contre Auxerre avec 9 et 11 absents de notre groupe. C'est beaucoup. Dont 6 à 7 titulaires. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup en même temps. Notre équipe était très, très rajeunie contre Auxerre. Ils n'ont pas fait un sale match. Ils n'ont pas fait un sale match. Hein. On a 5 tirs contre nous. On prend 4 buts. Voilà. Nous aussi, on a beaucoup tiré, beaucoup cadré, plus que les Auxerrois. Après, bien sûr, déjà, Auxerre est une très belle équipe, il faut leur rendre hommage.
Bon job de Jean-Marc, il n'y a pas de souci. Après, aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un trou moral, hein, pas du tout. Hein, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, on est dernier, soit. Aujourd'hui, on a eu un calendrier difficile, puisqu'on a seulement joué une équipe de nos championnats, qui est Châteauroux. Sinon, on n'a joué que les premiers. Donc, on n'est pas fiers de nos résultats, mais on n'est pas si inquiet que ça par rapport aux problèmes sportifs. On peut descendre. C'est pas la fin du monde pour nous de descendre. Voilà. Mais je pense qu'on va pas descendre. Il faut une première, mais l'an dernier, pour la première fois, notre équipe réserve est descendue. Ouais. Pareil, à cause d'un calendrier. Ouais. D'un calendrier spécial, puisque nous étions en première partie de saison relégables au moment où les matchs retour se sont arrêtés, sachant que sur la fin de la première partie de saison des matchs allés, on n'était plus relégable parce qu'on jouait tous les derniers à la queue en fin d'année. Donc, c'est sûr que ça a été spécial. Ouais. Bah oui, donc on n'est pas les seuls clubs, voilà, c'est comme ça, c'est malheureux, mais on l'a quand même un peu en travers. C'est la première fois qu'on a une équipe senior qui descend, et bon, c'est comme ça, on s'est remis au travail, on se remettra au travail si on descend, mais je l'envisage pas une seconde. Hein. Aujourd'hui, vous dites Dunkerque a très bien commencé son championnat, c'est un club, on se connaît très bien, puisque depuis le CFA, donc la National 2 actuelle, on lutte les uns contre les autres. Un coup, ils montent avant nous. Un coup, c'est nous qui montons avant eux. On a des super rapports avec le club, avec le staff. Nos supporters n'ont pas des bons rapports, faut le savoir. Ah. Mais ça, c'est leur problème. Mais il y a une rivalité qui est très saine avec Dunkerque. Et je vous fais une confidence. Je crois que Dunkerque et nous, on va se sauver. Je vous le souhaite. Et j'avais une question justement. Est-ce que j'imagine que Bruno Luzzi, le coach, donc, se raccrochera sûrement à cela pour remotiver un peu ses joueurs, mais il y a quand même du bon dans ce début de saison de Chambly. Je pense à des prestations convaincantes que vous avez fait du côté de Caen, le retournement de situation face à Châteauroux, exactement aussi le match contre Sochaux. Voilà, c'est tout des signes finalement qui vous font dire et qui peuvent faire croire justement à un maintien du FCCO et qui sont des très bons signes en fait. Surtout, ce qui me fait croire au maintien, c'est que chez nous, il y a eu 0 contact d'un joueur. On est 10e en Ligue 2 l'an dernier. Il n'y a personne qui s'est fait contacter. Donc, ils connaissent l'importance de se maintenir pour jouer en Ligue 2. Sinon, pour eux, ce sera difficile. Voilà. Donc, on lâchera rien, mais tous ensemble. Voilà. Il y aura peut-être 1 ou 2 cas isolés. Mais en réalité, on est certain de la solidarité jusqu'au bout parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Donc, maintenant, il peut arriver ce qui peut arriver. Il peut arriver qu'on descende. Mais je ne suis pas un président inquiet par rapport à la situation sportive. Plus financière. Et ma toute dernière question, plus pour l'aspect mercato, c'est qu'on a vu Chambly s'internationaliser un peu avec des recrues. Bon, il y a eu Nicolas Petkovic, malheureusement, on n'a pas pu le voir encore en Ligue 2 avec la blessure. Il y a Soussen Yara, il y a Stojanovski qui arrive de Nîmes. Voilà, c'est aussi nouveau pour Chambly comme ça dans le recrutement de s'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, oui, en effet. Mais ce qu'il y a, c'est on s'est rendu compte pendant notre recrutement. Attendez 30 secondes. Vous voyez de nouveau? Oui, c'est bon. On a fait des offres à des buteurs de national et on a été conduits. Donc, on s'est à un moment posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et on a été un peu sur le marché international et on a eu des opportunités, notamment Petkovic, qui est quand même meilleur buteur serbe l'an dernier en ne jouant pas dans un grand club, puisque son club termine 16e. Et il avait marqué quand même contre l'Étoile Rouge et le Partizan de Belgrade, qui sont quand même des clubs qui jouent l'Europe tous les ans. Le problème, c'est qu'il est arrivé, il voulait jouer tout de suite. On l'a pas fait jouer le premier match amical. Le deuxième match amical, il a joué 30 minutes. Et il n'a pas été bon. Puis ensuite, l'entraînement, il a montré des choses très intéressantes. Et puis, le match contre le Red Star, il est censé jouer avec l'équipe qui joue 45 minutes les premières. Il fait un super match, il est vraiment au-dessus. Et puis, tout seul, à 43e minute, en sautant, en retombant, il se fait les croisés. Donc, c'est malheureux, mais ça fait partie de notre histoire, de notre destin. Et c'est la première fois qu'on faisait un transfert.
voilà, on a appris beaucoup en ayant beaucoup de contacts avec l'étranger, parce qu'on avait une vingtaine de joueurs en contact quand même. Donc on a appris beaucoup. Après, Sounjara, c'est différent. C'est un joueur qu'on suivait depuis un U21 France-Slovénie ou Slovénie-France. Et on avait été très intéressé par son parcours. C'est un joueur qui est formé à l'Atalanta Bergame. Et il avait l'avantage de parler italien. Donc c'était un peu plus long parce que la saison s'est terminée plus tard. Mais voilà. Là, il est un peu. C'est pas facile de venir dans un pays étranger à leur jeune âge. Il est un peu dans le trou, il a fait des bons débuts, il est un peu dans le trou en ce moment, mais je pense qu'il va se relancer parce qu'il montre des choses très très intéressantes à l'entraînement. Voilà, il faut être patient. Regardez qu'on n'a pris que des jeunes joueurs en recrutement, des jeunes joueurs qui venaient d'en dessous, et puis les deux, parce que Stoyanovski, c'est un prêt de Nîmes, il ne nous appartient pas. Ouais. Et on a vraiment voulu rajeunir l'équipe en gardant toute notre équipe type, qui a fini 10e l'an dernier. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décapitée à moitié. Donc, il faut être patient, retrouver tous nos joueurs et puis en même temps, oui, bien sûr, jouer à Chambly et puis avoir un calendrier qui va maintenant être un peu plus dans nos cordes. Et puis, parce qu'on a fait quand même des bonnes choses contre les premiers, parce qu'en effet, à Sochaux, on ne mérite pas de perdre, à Caen, on mérite de gagner. À Niort, on ne gagne pas à 3-4 minutes près. Voilà. Et Grenoble, Grenoble, on a eu un cas Covid dans la semaine, donc on s'est entraîné qu'à 2 jours. On s'est pas entraîné 6 jours, puis on s'est entraîné que 2 jours avant le match. On aurait dû mener 2-0 à 20 minutes de la fin, on menait que 1-0 et ça n'a pas été suffisant. Et là, après, il n'y avait plus d'essence. Voilà, messieurs. Eh ben, merci beaucoup, Président. On vous souhaite évidemment une bonne journée. journée, une bonne suite de saison. À bientôt. Merci beaucoup, Fulvio. À très vite. Au revoir. Au revoir. Allez, on remercie le président Fulvio Luzi. Puis Alexandre, on profite de ta présence pour faire un petit zoom sur la JOCR, l'équipe que tu suis le plus en Ligue 2. Alors, ma question, elle est simple. Doit-on voir enfin l'espoir d'une série pour la JA après ce beau succès contre Chambly, justement? Et est-ce qu'on peut enfin voir la JOCR jouer le haut de tableau en Ligue 2? C'est ce qui manque depuis la relégation. Si tu le sais, je veux bien que tu me donnes l'info parce que j'en sais vraiment rien et je suis sûr que même Jean-Marc Furlan le sait pas non plus parce que cette équipe est tellement irrégulière que elle est difficilement analysable. Elle a alterné le bon, voire même parfois le très bon sur certains matchs, comme le mauvais sur d'autres. C'est difficile, notamment contre les équipes qui ont un gros potentiel offensif. Jean-Marc Furlan a trouvé son système là, en 4-1-4-1 avec 2 meneurs de jeu assez bas qui sont Autrey et Saki. Donc sur le papier, c'est très, très, très sexy, on va dire. Mais contre les équipes qui ont un gros potentiel, comme Toulouse, comme Guingamp, et finalement, la JA se retrouve souvent coupée en deux. Et défensivement, elle est encore trop friable. C'est une des plus mauvaises défenses de Ligue 2. Et donc, je ne sais pas si Jean-Marc Furlan va devoir changer de système ou alors continuer avec celui-ci pour que la JA vraiment ait enfin de la régularité. Mais en tout cas, je pense que le prochain match contre Rodez, le week-end prochain, va être capital parce que si la JA perd encore contre Rodez, là, dans les têtes, ça va quand même être difficile. À chaque fois, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Et puis, à force, peut-être que la victoire ne viendra pas et que la JA va basculer du mauvais côté. Donc là, les 2 prochains matchs chez Rodez et Amiens, pour moi, ils vont être très, très importants pour savoir dans quelle partie de tableau la JA va pouvoir jouer cette saison. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe d'Auxerre qui est vraiment difficile à cerner, c'est le cas de le dire, cette saison? Ouais, très difficile à cerner parce qu'il n'y a pas de continuité entre une performance et l'autre. Ils sont capables vraiment de faire un extraordinaire match. On l'a vu contre Ajaccio, on l'a vu encore ce week-end. Et puis de passer à côté le match d'après. J'ai regardé en entier le match de Guingamp. Non, j'ai pas du tout reconnu cette équipe d'Auxerre, alors qu'il y a peut-être le ballon par moment, et encore quand ils ont décidé de l'avoir, parce qu'on l'a vu face à 3 où ils ont été, où ils n'ont pas été très très beaux, ils ont réussi à gagner ce match, mais sinon c'était pas non plus brillant, et à Guingamp c'était loin de là, et en plus devant ça ne marquait pas. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette équipe d'Auxerre? Et bien qu'il va falloir trouver absolument cette régularité. C'est ça, c'est qu'Auxerre est pile au milieu de tableau avec 4 victoires, 4 défaites, 6e. Comme disait Alex, faire mieux.
Ouais, c'est un peu le tournant parce que soit ça va basculer, on a le sentiment que ça va soit basculer Ouais, du mais il bon faudrait que côté, ça soit tomber, bascule. quoi. Il faudrait que ça bascule du bon côté dans les prochaines semaines, parce que si je regarde le calendrier de la GIA, ils vont jouer quand même des gros. Alors, à part Rodez le week-end prochain, il va falloir quand même aller gagner ce match-là. Après, c'est Amiens qui revient fort. C'est Paris, pareil, qui marche sur l'eau pour le moment. C'est Valenciennes qui reste quand même une équipe respectable et qui est costaud. Le Havre, Niort, donc voilà, c'est des adversaires coriaces, si j'ai envie de dire. C'est l'heure de vérité, peut-être pas, mais c'est là où on va pouvoir voir si Auxerre va basculer du bon côté ou du mauvais et jouer le maintien comme 6 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est surtout que, hormis contre 3, comme tu l'as dit, Laurent, où la GIA avait un autre plan, quoi, c'est-à-dire on défend et on essaye de marquer sur les quelques situations qu'on a, la GIA n'a jamais battu une équipe qui est mieux classée qu'elle pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est quand même, en gros, on gagne contre les petites équipes. Et par contre, quand on a des gros tests face à des formations qui sont censées boxer dans la même catégorie, là, on les perd. Donc, Si, donc ça, 3. ouais, j'ai dit hormis 3, quoi. Hormis 3. Hormis Pardon, 3, je m'avais pas entendu. c'était le seul match. Et aussi, quelque chose qui m'inquiète, un petit point qui m'inquiète, c'est que la GIA n'a jamais, dès qu'elle a été menée au score, elle n'a jamais pris un seul point depuis le début de saison. Ouais. Donc, c'est un manque pour moi de caractère ou de révolte. Quand tout va bien, ça déroule parce qu'il y a des très bons joueurs de foot. Mais quand il faut aller un peu plus au charbon, quand c'est plus difficile, là, on ne prend pas un point. Donc, ça va être aussi quelque chose à corriger. C'est vrai que j'en parlais lundi soir sur France Bleu Auxerre. Alors, je les remercie de nous avoir invités pour cette émission. Et moi, j'ai peur qu'un milieu de terrain Saki au traite, c'est hyper agréable. Voilà, moi, je suis hyper content de les voir alignés d'entrée parce que c'est des super manieurs de ballon, c'est des super passeurs. Pour un attaquant comme le Bihan, bah voilà, il s'est régalé contre Chambly. Maintenant, moi, je suis quand même interrogateur dans le sens où j'ai des interrogations quand il y aura du répondant physique, notamment au milieu de terrain. Saki au traite, c'est pas des gratteurs de ballon, quoi. De base, c'est pas leur qualité première. C'est sûr. Et c'est sûr que contre des équipes, on l'a vu contre Toulouse, contre Guingamp, où ça met un peu d'intensité, c'est plus compliqué. Et puis, il y a eu des matchs où ce milieu Saki au trait, ça te permet d'avoir le ballon. Alors, c'est sûr, tu as 60% de possession de balle. Mais contre Guingamp, la première mi-temps, la GIA avait quasiment tout le temps la balle, mais c'est quasiment pas créé une occasion. Donc, c'est très stérile. C'est parfois un peu du stéréotype du jeu de Jean-Marc Furlan, quoi. Donc, il va falloir trouver la bonne formule. Mais bon, si dans cette Ligue 2, on va dire qu'il y a cette saison très homogène, qui est dépourvue de Lens, de Lorient, d'énormes cylindrés qui marchent un petit peu sur les autres équipes, c'est la saison pour jouer le top 5 et jouer la montée. Si cette saison, la GIA n'est pas capable de jouer le top 5, là, ça sera quand même très inquiétant. De toute façon, c'est simple au classement. On regarde Amiens, par exemple, avec sa victoire à Sochaux à 11 points, est revenu 12e. Ils sont qu'à 3 points de la deuxième place, quoi. Enfin, on voit le Paris qui a fait un peu le break avec 19 points. Et derrière, il y a 3 équipes à 14 points. Et donc, entre 3 qui est deuxième et Amiens qui est 12e, il n'y a que 3 points. Donc, clairement, c'est peut-être la saison, je ne vais pas dire la saison jamais, mais c'est la saison où la GOCR doit affirmer ses ambitions avec la deuxième année de Jean-Marc Furlan. Voilà, on va suivre ça à Rodez avec grand intérêt parce qu'on va voir si enfin OCR réussit à enchaîner et à reproduire à l'extérieur ce qu'ils font bien à domicile. Messieurs, je vous propose tout de suite de faire un petit point sur les paris ML2 avec notre partenaire Winamax Sport pour le récapitulatif de la 8e journée. Winamax, les meilleurs cotes. Alors messieurs, j'ai joué avec Philippe, on avait fait une petite pastille sur les réseaux sociaux et on n'a pas été très inspirés, c'est le cas de dire. Alors notre confiance Clermont qui s'est écroulée contre Ajaccio, on avait misé la cote à 2 pour Clermont à domicile contre Ajaccio. Philippe et moi étions d'accord sur le fait de dire que c'était pas mal pour doubler sa mise, c'était une assez belle confiance et puis finalement c'est Ajaccio qui a créé la surprise à Clermont avec deux pénaltys. Est-ce que vous êtes surpris ou est-ce que vous pouviez vous y attendre, vous? Non, je suis surpris. Ajaccio était au fond du trou. Je m'attendais surtout pas à ce qu'ils aillent l'emporter à Clermont. Non, c'est une surprise. Après, dans le jeu, Clermont peut-être était un peu moins bien. Toutefois, fait du Clermont a eu des occasions, raté des buts presque tout fait.
Voilà, c'est tout. C'est un match pour Ajaccio, c'est simplement pour vous embêter, messieurs. C'est ça, c'est avec deux pénaltys pour Ajaccio, mais c'est bien pour l'ACA qui va reprendre un peu confiance et même si c'était pas très très beau, au moins voilà, les points sont là et ça a donné de l'air un peu à cette équipe d'Olivier Pantaloni. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi? Alors Philippe avait fait un petit combiné Rodez-Marc. Bon, ça n'a pas été le cas au Stadium. Rodez un peu dans le dur en ce moment. Et Niort marque. Niort a marqué, mais ils ont perdu 4-1, donc c'est pas passé. Moi, j'avais proposé une mi-temps pour Clermont, une mi-temps pour Auxerre. Donc voilà, Auxerre a déroulé, mais Clermont n'a pas assuré. Donc mes deux paris sont tombés à l'eau. Et puis j'avais aussi en plus fun 3 Valenciennes moins de 1,5 but. Voilà aussi, c'est tombé à l'eau au bout d'un quart d'heure avec un début de match totalement fou. Carton rouge au bout de 3 minutes pour 3, ouais. Penalty au bout de 6 minutes pour Valenciennes, 3 qui égalise à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure. Après, ça s'est calmé entre guillemets, mais voilà, ça fait quand même 2 buts dans le match. C'est pas de chance, on va dire, parce que c'est rare de voir un début de match aussi incroyable. La prochaine fois, il faudra prendre conseil auprès de Mister Paris, voilà, qui n'a d'ailleurs pas joué ce week-end. Hein, au moins, c'était la seule façon de ne pas perdre, messieurs. Voilà. Bon, en tout cas, un week-end dans le rouge pour nos paris. Évidemment, on vous conseille de faire des petites mises, c'est plus pour le fun. Et vous retrouverez cette semaine une nouvelle pastille avec Philippe. On va se rattraper, on va lire la 9e journée. Je suis sûr qu'on va se rattraper de cet échec sur la 8e journée avec Winamax les meilleures cotes. Winamax, les meilleures cotes. Et puis messieurs, on va terminer comme d'habitude avec un petit quiz. Je vous ai préparé un nouveau jeu, voilà, pour varier un petit peu. On a fait pas mal d'effectifs ces dernières semaines. Là, j'ai envie de vous tester sur vos connaissances de cette saison. Tiens, voir si vous êtes attentifs. Je vais vous demander, alors ça va être un système d'enchères. Qui peut me citer le plus de joueurs avec au moins 3 buts cette saison? Alex, je te laisse dire ton premier chiffre. Laurent, tu peux surenchérir. Et à partir de... J'ai pas entendu la question. Ah, je te répète. Citez-moi les joueurs qui ont marqué au moins 3 buts cette saison en Ligue 2. Voilà. Il y en a une petite dizaine. Au moins 3 buts. Au moins 3 buts, donc 3 buts ou plus. Il y en a une petite dizaine. Tu me donnes un chiffre. Laurent peut surenchérir. Si Laurent trouve que c'est trop haut, il peut dire je laisse et ce sera toi à ton tour et ainsi de suite. Vous avez bien compris? Donner le chiffre du... Ouais. En gros, celui qui saura m'en citer le plus sans erreur. C'est-à-dire que si par exemple Laurent tu me dis je peux en citer 8, il faut que tu m'en donnes 8 sans te tromper. Sinon tu perds le point va à Alex. Et vice-versa, évidemment. On commence avec Alex. Combien penses-tu pouvoir citer de joueurs avec au moins 3 buts cette saison? Je peux en donner... je vais commencer par dire 4. 4, c'est déjà pas mal. Est-ce que Laurent, tu penses pouvoir en donner au moins 5? Ou est-ce que tu pour laisses l'essai Alex... de le match, j'en donnerai... je pense que je peux en donner 5. Ouais, ça peut se tenter. Okay, on tente le 5. Est-ce qu'Alex, tu veux tenter 6? Alors, attends, si vous voulez un... Je vais vous donner le nombre précis de joueurs, quand même, qui ont 3 buts. Parce que si tu en proposes 20 alors qu'il n'y en a que 15... Il y en a 11 précisément. Donc, on est à 6 pour le moment. C'est déjà pas facile. Hein. 6, c'est bien. Évidemment si Laurent, donc, si tu laisses la main, si Laurent en cite 6, il a le point. S'il se trompe, le point te revient. Non, 5, j'ai quand même dit 5. Moi. Ah, pardon, 5. Il ne faut pas pousser. Hein. Pardon. Allez, je tente 6. Allez, Alex tente 6. Laurent, est-ce que tu je laisse la main. Laisse la main. Alexandre doit citer. Il a joué au bluff. 6 joueurs pour Alexandre. C'est en 2 points gagnants. J'ai 3 quiz pour vous. Donc, voilà, c'est le premier point. Alexandre, on t'écoute. 6 joueurs qui ont au moins 3 buts cette saison en Ligue 2. Alors, Le Bihan. Ça fait 1. Dugimon. Ça fait 2. Tousgar. Ça fait 3. Chevalier. Ça fait 4. Chevalier, Vesbeck. Ça fait 5. Encore 1. Et alors là, j'hésite. Il t'en reste donc 6. J'hésite. Il y en a un, mais j'ai une chance sur 2 de me tromper. Chercher les équipes. Je sais plus son nom,
le Belge de Toulouse qui tire les pénaltys là. Il me faut un nom, Alexandre. Ouais. Van Den Boomen. C'est non, il n'y a pas de Toulousain à 3 buts cette saison. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu as dit Pape Ibnouba? Non. Alors, il vous restait Florian Martin. Ah, j'hésitais Martin ou Laura au PSC. Mais Michael Biron. Olivier Kemen. Ouais. Pape Ibnouba, tu viens de le dire. Gaëtan Laura. Qui a 3 et je suis désolé, mais Teddy Chevalier n'a marqué que 2 fois. Ah, moi, j'ai 3 buts sur le classement. Non, il n'a marqué que 2 fois, c'est confirmé. En fait, le but marqué sur ton classement, dévié par Baptiste Guillaume, le but a été accordé a posteriori par Baptiste Guillaume. Sur mon classement, je l'avais. Donc, mais c'est pas un bon classement. Voilà. Cas, mais bon, c'est pas grave, le point me revient. Oui, en tout cas, le point revient. Et restait Julien Lopez aussi. J'ai des regrets sur Laura et Martin. Julien Lopez, Paris qui a déjà 3 joueurs à 3 buts. Lopez, Martin et Laura. Pas mal, bon début de saison de toute façon du PFC. 1-0 pour Laurent, donc ce deuxième quiz peut déjà être décisif. On reprend les enchères, c'est Laurent cette fois qui aura la main pour débuter. Citez-moi, je vais juste prendre 2 secondes. Les passeurs de la saison dernière, le top 10 des meilleurs passeurs de la saison dernière du coup. Ça c'est difficile. Laurent, combien peux-tu me citer dans le top 10 des meilleurs passeurs? La saison dernière. Ah là, attends. Alors, le top 10, en fait, c'est... en gros, je regarde le classement sur ma Ligue 2, évidemment. Tu as 12 joueurs. Voilà, le top 12, parce qu'il y a 12 joueurs avec au moins 5 passes décisives dans la saison. On va dire, ça va être ça. Et 3. 3 joueurs pour Laurent. Alex, est-ce que tu tentes ou pas? On va pas tenter le diable, là, quand même. Non, franchement, j'y vais pas. Tu vas pas? J'ai quelques idées, mais. Attention, parce que ça peut être le point décisif pour Laurent s'il gagne. Je réfléchis. Ouais, non, il a déjà dit non. Attends. Mais non, j'y vais pas. Il a pas dit. Il y va pas. 3 joueurs sur 12 qui ont au moins 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 2. Alors, je vais là sur le premier nom est assuré, Maxime Barthelmé. Meilleur passeur avec 10 passes. Meilleur passeur, exactement, avec 10 passes. Ensuite, j'irais bien dans le Nord-Pas-de-Calais avec peut-être Florian Sotoka. Oh, c'est terrible. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur de Laurent. Non, il n'y a pas Florian Sotoka chez les passeurs. Et Florian Sotoka, il a 4 passes. Il était pas loin. Il était pas loin. Ah merde, je pensais qu'il était dedans. C'était un partout. Alors, Barthelmé, il y avait Barthelmé, 10 passes. Ensuite, on avait Jean-Pascal Fontaine. Youssef El Changama, Vincent Le Goff, Michael Barreto avec 7 passes. N'importe quoi. Après, on avait il y avait largement d'autres noms et j'ai tenté les. On avait Pierre Ivamel, Mathieu Coutadeur avec 6 passes, Rodelin, Lorienté, Grange, Sadisseri et Valentin Henry avec 5 passes. Bon, voilà. Et un partout. Bon. Du coup, je vous sors mon quiz bonus qui va être un peu plus rigolo. Puisqu'on avait le président Fulvio Lusi avec nous tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me citer le plus de joueurs possible de buteurs de Chambly de la saison dernière? Tous ceux qui ont marqué au moins un but pour Chambly la saison dernière. Avec du coup la main revient à Alex. Qui débute. 3. Ok, 3, c'est déjà pas mal. Est-ce que Laurent, tu te sens prêt à peut-être en dire 4 ou plus? 5. Ouh là, 5 directs pour Laurent. J'ai peur d'en citer un qui évidemment n'aura pas marqué, donc je laisse la main. Ça m'a bien réussi le tour d'avant. Alors Laurent, petit joueur. Laurent, attends, je prends le classement sous les yeux, évidemment. C'est même facile. Franchement, je t'offre la victoire sur un plateau, Laurent, là, parce que là, 5 joueurs. Tu nous as dit 5 joueurs. Tu nous as dit 5 joueurs de Chambly qui ont marqué. Exactement. La saison dernière. Alors attends, exactement. Je trie les buteurs par leur club, évidemment. On voit que le quiz a été très bien préparé. Hein. Exactement, comme d'habitude. J'ai rien sous les yeux. Voilà. Alors, c'est parti. Vas-y. Mehdi Guézoui. Ça fait 1. Thibaut Jacques. Ça fait 2. Joris Correa. Ça fait 3. Anis El Riti. Ça fait 4. Et le dernier, alors là, soit je me trompe totalement, soit je suis bon.
Mais je mettrais quand même Doucouré. Je dois vérifier. Et... Est-ce qu'on a… Alors, ça c'est terrible. J'ai mon contrôle F qui ne marche plus. Juste pour le stress, ça c'est moche. Ça, c'est beau. Ça, c'est. Tu m'as Suspense dit, Denis Brognard. redis-moi le nom. Doucouré, je suis sûr que c'est non. Ouais, juste pour Lassana Doucouré. Exactement. Il a marqué 2 buts, Lassana Doucouré. Non Bien joué. Bravo Laurent, le suspense était à son comble. Je vais quand même vérifier El Ricci de tête. J'ai dit ça de tête, mais je crois qu'il en a marqué, oui, il en a marqué un. Au moins un. Il en a marqué un, Anis El Ricci. Évidemment, Thibaut Jacques qui tirait les pénaltys, il n'y a pas de souci. Joris Correa, on avait vu il en a marqué 3. Retour aux femmes, il en avait marqué 3. Et Mehdi Guezoui qui avait également marqué pour Chambly. C'est une victoire de Laurent 2-1 devant Alex. Beau match, messieurs. Bravo, sur les passeurs l'année passée, on aurait pu faire mieux. Ouais, on aurait pu largement faire mieux. Vous avez été un peu frileux. En tout cas, c'est Laurent qui comme tient quoi, son statut. on retient toujours les buteurs et pas les passeurs. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et c'est Laurent qui confirme son statut de maître du quiz avec une nouvelle victoire. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Évidemment, toute l'actualité Ligue 2, vous la retrouvez sur notre site maligue2.fr. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut messieurs, ciao ciao. Ciao. Salut.